Cette histoire commence à Paris, dans les salons feutrés d'un cercle de jeux très prisé. Sur ces tapis verts, tous les soirs, des millions d'euros passent de main en main. Ici, les milliardaires se mélangent aux flambeurs et aux figures du grand banditisme. Roger Bendesson est un habitué des lieux. Il vient ici s'adonner à sa passion, le blackjack. Il ne le sait pas encore, mais ce soir, autour de la table, il va faire une rencontre qui va changer le cours de son destin. Elle est née dans la rue et son seul atout finalement c'est sa beauté. Elle savait tout faire pour attirer les regards. Il était ensorcelé, mon frère. Tout le patrimoine de Roger Bendesson est en train d'être dilapidé, en train de fondre comme neige au soleil. Et là, les policiers vont découvrir qu'un autre mari de Fatima s'est littéralement volatilisé. C'est le diable qui est entré dans la maison, hein. J'ai voulu croire qu'il était vivant. Est-ce qu'on est en face d'une veuve noire? Et là, je comprends que je ne reverrai plus jamais. Je comprends que c'est terminé. Nous sommes en janvier 1993. Comme tous les soirs, Roger Bendesson vient jouer de grosses sommes d'argent au blackjack. Mon frère, il aimait jouer. C'était sa passion. C'est un vrai flambeur, il a ça dans la peau. Moi, il me parlait de sa passion pour le jeu, en taquinant un petit peu, en sortant par exemple du travail. Il me disait, bon, je vais à mon deuxième bureau. À 43 ans, Roger Bendesson est un homme riche et séduisant, qui suscite la convoitise des femmes. Il séduit, il a du charisme envers les femmes. Les femmes le regardent parce que c'est plutôt un bel homme. Il est assez grand, large d'épaule, très charismatique. Un séducteur, il savait qu'il avait un potentiel de beauté. Il savait. Mais ce soir, c'est lui qui va tomber sous le charme d'une femme fatale. Elle s'appelle Fatima, elle a 42 ans et elle hypnotise tous les regards. C'est sûr qu'on l'a repéré de loin. C'est une espèce de grande fille brune. Élancée, marocaine, le regard de braise. Entre Fatima et Roger Bendesson, c'est le coup de foudre. Après cette soirée, ils ne vont plus se quitter. Et Roger Bendesson va faire une croix sur toute une partie de sa vie. Quand mon père rencontre Fatima, il était toujours avec ma mère à l'époque. Il va décider de divorcer et de s'installer avec Fatima. 6 mois plus tard, nous sommes au mois de juin 1993. Le couple s'installe dans un appartement luxueux de 160 mètres carrés, dans un quartier huppé de la capitale. Roger Bendesson, à l'époque, c'est un golden boy. Tout lui réussit. C'est un homme aisé qui a une affaire qui tourne bien et il a un certain patrimoine. Son affaire, c'est une bijouterie au Louvre des Antiquaires, là où les plus grands joailliers de la capitale ont pignon sur rue. C'est pas de la petite bijouterie, c'était vraiment de la haute joaillerie de luxe. Mon frère, il avait la plus belle vitrine du Louvre. Tout marche pour Roger Bendesson qui, grosso modo, gagne 20 000 euros par mois. 20 000 euros, c'est pas rien. Roger a de l'argent et rien n'est jamais trop beau pour Fatima. Il lui offrait tout ce qu'elle avait besoin, elle n'avait même pas besoin de le demander, ou dès qu'elle demandait quelque chose, c'était toujours oui. Il l'a emmené à Las Vegas, à Saint-Barth, à Cannes, à Monaco, en Espagne. Elle avait toujours des beaux bijoux. Aux yeux de tous, Roger et Fatima incarnent à eux deux la beauté, le luxe et l'amour. Et pourtant, sur cette photo, eh bien, il y a des taches sombres qui vont commencer à apparaître. Car après 7 années de vie commune, l'horizon va s'assombrir. Au début des années 2000, Roger va investir dans un nouveau projet qui va le conduire à sa perte. La création d'un logiciel capable de gérer les stocks de diamants des bijouteries du monde entier. Pour cela, l'homme aurait emprunté beaucoup d'argent à quelques personnes peu recommandables.
Ce logiciel auquel il croyait tout particulièrement lui a coûté beaucoup d'argent. Il est persuadé que s'il réussit à le commercialiser, c'est le jackpot. Et comme c'est un joueur, il est nos limites. Seulement cette mauvaise opération va plonger les comptes en banque du riche joaillier dans le rouge. Là, eh bien, il est sans le sou. Là, il a besoin de se refaire, comme on dit dans le milieu. Et Roger a de la chance. Pour renflouer ses dettes, il a trouvé une solution très lucrative, mais pas très légale. Il s'en ouvre d'ailleurs à ses frères, Raphaël et William. Il explique qu'il a la possibilité de récupérer des lingots d'or à un prix très intéressant, très en dessous du marché. Des lingots d'or à un prix cassé qu'il va pouvoir revendre ensuite à la vraie valeur et donc réaliser une plus-value exceptionnelle. Ça représente 1 500 000 €. C'est une somme importante. Une affaire en or donc, qui doit se conclure au Maroc. Le 30 avril 2002, c'est le grand jour. Dans quelques heures, Roger, accompagné de Fatima, doit s'envoler pour le Maroc pour empocher le jackpot. Un aller-retour rapide, dit-il à Karen, sa fille. Elle me dit au revoir, je dis tu rentres quand? Elle me dit dans 2-3 jours. Karen, à ce moment-là, est loin de se douter qu'elle embrasse son père pour la dernière fois. Il part, c'est la dernière fois que je l'ai vu. Roger quitte Paris pour Tanger, au bras de Fatima. Dès lors, il ne donnera plus de nouvelles à son entourage. J'essaie de l'appeler et il ne répond pas. Et ça l'intrigue beaucoup, ça l'inquiète même beaucoup, parce qu'elle a l'habitude d'avoir son père au moins une fois par jour. Même quand il était en voyage, qu'il soit à l'autre bout du monde, il passait pas une journée sans me donner au moins un coup de téléphone. Et là, elle l'a pas. 1 fois, 2 fois, 3 fois, Roger ne répond pas. Et à chaque fois, c'est Fatima qui prend le téléphone. Et à chaque fois, la belle Marocaine à l'autre bout du fil se veut très rassurante. Elle avait toujours un prétexte de me dire il n'est pas là, il n'est pas à côté, il n'est pas ci, il n'est pas ça. Mais je n'ai jamais pu parler à mon père une seule fois. Bizarre. Pourquoi Roger ne prend-il pas le temps de répondre aux appels de sa fille? Karen n'est pas au bout de ses surprises. Le 5 mai 2002, soit 1 semaine après le départ du couple au Maroc, Fatima rentre à Paris. Mais voilà, elle est seule. Elle rentre et lui ne rentre pas. Folle d'inquiétude, Karen presse alors de questions sa belle-mère. Et voici ce que Fatima lui dit. Elle me dit mais il est très occupé, il est en train de faire une affaire là-bas, il l'a pas complètement fini, il revient dans quelques jours. Je dis ok très bien, je dis comment on peut le joindre? Elle me dit ah oui mais j'ai son téléphone. Fatima est en possession de l'unique moyen pour joindre Roger Bendesson, son téléphone portable. Et à la belle Marocaine de livrer à Karen une incroyable histoire. Elle dit en réalité qu'il était parti faire une opération, une transaction, ça craint un peu, c'est pas très clair. Le téléphone, dans ces cas-là, faut l'oublier. Et Roger lui aurait dit « Je te laisse mon portable, c'est trop dangereux, on peut me tracer, on peut me repérer. » À en croire Fatima, Roger Bendesson, ce joaillier reconnu et respectable, serait donc devenu le temps d'un voyage au Maroc un homme traqué par de dangereux malfaiteurs dont il doit protéger sa famille. Il veut protéger ses proches en ne les appelant pas. Parce qu'il ne veut surtout pas que les voyous puissent avoir un lien avec des membres de sa famille. Là, je lui dis, écoute, s'il est en danger, il n'y a pas de problème, on va prévenir la police. Et Fatima, sous le ton de la confidence, va lui dire « Surtout, tu n'appelles pas la police. » Pourquoi? Parce que Roger, ton père, est déjà impliqué dans une affaire qui est totalement illégale. Si tu les appelles et tu leur dis « J'ai pas de nouvelles de mon père » sur une histoire fumeuse de lingots, tu vas lui créer des problèmes. Elle me met devant un dilemme, quelque part, en me disant « Tu sais, si tu préviens la police, ton père finira en prison. Est-ce que tu veux voir ton père en prison ?» Bien évidemment, la réponse était non. Et Fatima a cette force de conviction, cet aplomb, qui font
que Karen ne va pas appeler la police. Une erreur qui va peser lourd dans la suite de cette affaire. Force est de constater qu'à partir du mois de mai 2002, ni sa famille, ni ses amis, ni ses relations professionnelles n'ont de nouvelles du joaillier. Et très vite, les frères du disparu acquièrent la conviction que Fatima ment sur toute la ligne. Et pour cause. Roger Bendesson leur avait fait une troublante confidence sur cette affaire de lingots d'or. Ils ont connaissance d'un détail qui leur plaît pas du tout. C'est que c'est Fatima qui a mis Roger sur ce coup-là. C'est une histoire rocambolesque que Fatima aurait racontée à Roger. En fait, c'est un boucher qui lui aurait dit « Eh bien, j'ai eu les confidences d'un voyou. Ce voyou a des lingots d'or cachés quelque part. » Le coup tordu qui sent pas bon du tout. Hein? Elle aurait fait croire n'importe quoi. Elle avait ce pouvoir-là. Parce que franchement, l'histoire du boucher, des voyous, des lingots d'or, etc., je veux dire, personne n'y va sur un truc comme ça. Personne n'y va. Et ce n'est pas la seule chose que Roger avait confiée à ses frères avant de partir au Maroc. Il leur avait dit aussi que Fatima et lui étaient sur le point de se séparer. Les frères de Roger ont reçu ses confidences et ils savent que le couple bat de l'aile. Roger leur a dit « Je ne finirai pas ma vie avec cette femme ». Je n'ai plus de relation avec elle, je n'ai plus de lien avec elle. Et elle me fatigue plutôt qu'autre chose. Et puis bon, c'est pas une bonne personne. Les problèmes d'argent et l'usure du temps avaient fait leur œuvre. Et ces dernières semaines, l'ambiance entre les deux amants était devenue électrique. Karen, la fille de Roger, est alors persuadée qu'une séparation n'arrangerait pas les affaires de Fatima, qui n'était pas mariée au joaillier. Si jamais mon père la quittait ou qu'elle elle le quittait, elle perdait tout. Et tout ça, bien sûr, ça fait écho aux frères qui se disent « Tiens, une histoire d'argent, un plan un peu foireux, comme on dit, une vie de couple qui bat de l'aile, et notre frère qui disparaît. » Et les craintes des deux frères ne vont pas tarder à se confirmer. 15 jours après la disparition de Roger, ils vont faire une découverte stupéfiante. L'un des frères consulte la Gazette Drouot. C'est un journal où on parle des ventes aux enchères des différents produits. Un catalogue dans lequel sont mis en vente des bijoux et des montres de grande valeur. Et là, il tombe nez à nez avec la montre de son frère. Une montre extrêmement rare que Roger ne quittait jamais. Comment qu'elle peut atterrir là-bas? Alors qu'il l'avait toujours au poignet. Cette montre, Karen s'en rappelle très bien. Lorsque Roger, son père, est parti au Maroc avec Fatima, il l'a portée à son poignet comme à son habitude. C'était sa montre préférée qu'il portait au poignet tout le temps et il est parti avec en voyage. C'est quand même assez curieux de constater que la montre serait revenue comme ça toute seule, sans son propriétaire. Alors, pour les proches de Roger, la mise en vente de cette montre ne peut avoir qu'une seule et unique explication. Ça signifiait qu'on avait enlevé la montre du poignet d'un mort. Il y a un lézard. Il y a un lézard. Mon frère, il est mort. Mon frère, il est mort. Et dans les semaines qui suivent la disparition de Roger, ce n'est pas seulement sa montre préférée qui est mise en vente, mais tout son patrimoine. Des montres, des bijoux. C'est tout le patrimoine de mon frère. Qu'est-ce que c'est ça? D'où que ça vient? Qu'est-ce qui fait ça? De toute évidence, tout le patrimoine, tout le stock de Roger Bendesson est en train d'être dilapidé, en train de fondre comme neige au soleil. Au total, la vente des bijoux de Roger va rapporter près de 350 000 € à un bénéficiaire inconnu. Le 30 juillet 2002, soit 2 mois après la disparition de Roger Bendesson, l'un de ses frères se rend à la brigade criminelle et porte plainte pour enlèvement et séquestration. Les policiers de la crime vont alors enquêter pour savoir à qui ont profité les 350 000 €. Et les enquêteurs vont découvrir que la seule bénéficiaire n'est autre que Fatima, car c'est elle qui a encaissé tous les chèques provenant de la vente des bijoux de Roger.
La belle Marocaine est convoquée au 36 quai des Orfèvres. Elle va devoir s'expliquer sur le silence inquiétant de son compagnon et sur la vente de ses biens. Les officiers de la brigade criminelle sont persuadés qu'ils vont réussir à confondre Fatima. Pour eux, le dossier est assez limpide. Seulement, Fatima est une femme déconcertante. Chose incroyable, elle va reconnaître être à l'origine de la mise en vente du patrimoine de son compagnon. On va dire oui, je les ai vendus. J'ai effectivement vendu la montre de Roger, sa montre fétiche. J'ai effectivement vendu tous ses bijoux. Et puis, j'ai effectivement vidé ses comptes. Fatima explique aux policiers qu'elle a bien procédé à toutes ces ventes, mais qu'elle l'a fait à la demande expresse de Roger Bendesson. Ces bijoux, elle les a vendus sur instruction, sur ordre de son compagnon Roger Bendesson, qui n'a pas du tout disparu. Elle déclare au service de police que Roger est bien vivant, mais qu'il a des ennuis, qu'il se cache, qu'il ne peut pas se montrer, et que la seule personne avec qui il est en relation, c'est elle. Et Fatima d'expliquer son histoire abracadabrante. Le Maroc, les lingots à moitié prix. Et maintenant, Roger qui se cache, poursuivi par ceux qui lui avaient prêté de l'argent pour la mise au point de son logiciel. Roger Bendesson aurait contracté des dettes importantes en voulant mettre au point son système de logiciel. Il aurait emprunté de l'argent, mais aux mauvaises personnes, sans doute aux gens qu'il connaissait dans les cercles de jeu qui sont des voyous. Toujours selon Fatima, Roger pensait rembourser les sommes empruntées à ses voyous. Seulement l'affaire juteuse des lingots aurait été un véritable fiasco. Et là, il est pris à la gorge, des personnes qui sont liées au milieu le recherchent. Ces personnes-là ne vous agitent pas le chiffon de l'huissier. Vous ne recevez pas une mise en demeure. Ce sont des personnes qui se déplacent, qui vous coincent. Et c'est donc pour rembourser ses dettes que Roger aurait décidé de vendre tous ses biens. Le 9 mai 2002, soit une semaine après sa prétendue disparition, il serait revenu à Paris incognito. Il aurait alors récupéré dans l'atelier de sa bijouterie un sac rempli de bijoux. Puis il aurait donné rendez-vous secrètement à Fatima dans une rue de Paris et lui aurait remis le sac avec ordre de tout vendre. Il lui a dit, Fatima, j'ai besoin d'argent. J'ai les créanciers qui sont derrière moi. Si je les paye pas maintenant, il y a quelque chose de grave qui va se passer pour moi. Il a la corde au cou ce jour-là. Elle décrit aux hommes de la brigade criminelle un homme traqué, un homme qui a peur, un homme qui s'est rasé le crâne, un homme qui a changé son apparence physique pour pas qu'on le reconnaisse. Selon Fatima, Roger, l'homme traqué, décide d'aller à Marseille se cacher en attendant la vente des bijoux. Conformément aux instructions de Roger, Fatima confie les bijoux à l'une des plus grandes salles des ventes parisiennes, Drouot. Tous ne trouvent pas acquéreur immédiatement, qu'importe. Le 28 mai 2002, Fatima se rend à Marseille où Roger l'attend. Le couple s'est donné rendez-vous dans un endroit discret, à l'abri des regards. Fatima affirme avoir remis à son compagnon une enveloppe contenant 80 000 €. Et d'après elle, ce serait la dernière fois qu'elle l'aurait vu. Le problème, c'est que l'histoire que raconte Fatima aux policiers semble tout droit sortie d'une mauvaise fiction. C'est une histoire complètement dingue, à dormir debout. C'est un peu les 1001 nuits version polar au Maroc. Alors pour prouver que ce qu'elle raconte est vrai et que son compagnon est bien un homme traqué, Fatima raconte qu'elle se serait fait agresser dans les jours qui ont suivi la remise de l'enveloppe. Elle avance qu'elle est victime, qu'elle a été agressée, que des hommes armés l'ont sortie de la voiture. En la menaçant, en lui demandant de l'argent. Où est Roger ? Et Roger nous doit tant, il va falloir que tu payes. Après cette agression, Fatima a peur. Si désormais on s'en prend à elle, c'est peut-être parce que Roger a décidé de s'enfuir sans rembourser l'argent qu'il doit.
Devant les policiers, elle va même jusqu'à avancer une hypothèse. Fatima, elle est prise d'un doute. Elle se dit, eh bien, face à la situation dans laquelle se trouvait Roger, est-ce qu'il n'a pas décidé de se construire une autre vie ailleurs? Face à la longue histoire que Fatima vient de leur raconter, les enquêteurs sont pour le moins dubitatifs. Seulement, ils n'ont aucune preuve contre elle. Alors pour savoir si elle dit vrai, ils doivent à présent vérifier dans les moindres détails tous les éléments de sa déposition. En attendant, elle repart libre du 36 quai des Orfèvres. D'abord, les policiers cherchent à savoir si Roger est bien revenu à Paris au mois de mai pour récupérer lui-même les bijoux, comme Fatima l'affirme. Et dans l'atelier du joaillier, on va justement retrouver plusieurs indices qui tentent à le prouver. Alors 2 indices plaident en la faveur du passage de Roger. Un paquet de cigarettes vide sur l'établi, la marque de cigarettes qu'il fumait habituellement et la carte d'identité de Roger. Quant au rendez-vous à Marseille, où Fatima dit avoir revu Roger pour lui remettre l'enveloppe de 80 000 €, il semble aussi qu'il aurait bien pu avoir lieu. La version est on ne peut plus crédible, parce qu'on se rend compte qu'effectivement, elle a pris un billet d'avion pour Marseille, qu'elle s'est bien rendue dans cette ville. Donc on a la trace matérielle de cet aller-retour, on a les dates qui correspondent à ce qu'elle raconte. D'ailleurs, en épluchant ses relevés téléphoniques, les enquêteurs vont remonter jusqu'à un certain Mohamed, qui confirme avoir rencontré Fatima ce jour-là. Et ce témoin capital, va dire « J'ai bien vu Fatima, elle était bien à Marseille. C'est un homme qui est un voyant, qui tire les cartes, et ce jour-là, il va le faire pour Fatima, qui est un peu inquiète pour le sort de Roger. Et donc, il va lui tirer simplement les cartes et lire un peu dans le marc du café ce que sera l'avenir de Fatima et de Roger. » Ces premières vérifications corroborent donc la thèse de Fatima. Roger Bendesson est un homme traqué, qui se cache pour échapper à ses créanciers armés et dangereux. L'homme est donc vivant, et Fatima va maintenant en apporter la preuve. Car la compagne de Roger possède un élément de vie incontestable. C'est la dernière conversation téléphonique qu'elle aurait eue avec le joaillier il y a quelques jours. Elle a d'ailleurs pris soin d'enregistrer cet appel avec un autre téléphone et décide de le faire écouter à Karen. Moi, je me jette sur le téléphone pour écouter le message. Lorsque Karen va écouter sur le portable, elle va entendre une voix qu'elle connaît très bien. C'est la voix de son père. De mémoire, c'était oui, allô, chérie, ça va, oui, toi, ça va. Enfin, c'était très bref, très court. Une conversation très courte, presque inaudible entre Fatima et Roger. Une chose qui est sûre, c'est que c'est la voix de Roger. Et ça change tout, ça. Grâce à ce message, tout l'entourage commence à reprendre espoir et tout le monde se dit Roger doit être en vie. Et pour moi, c'était un soulagement immense. C'était mon père était vivant, mon père allait bien. Elle lui parlait vraiment au téléphone, donc elle mentait pas quand elle disait l'avoir au téléphone tout le temps. Tous ces doutes en fait qui pesaient en moi s'envolaient d'un coup. La confiance retrouvée, Karen, la fille de Roger, et Fatima, la compagne, ne vont plus se quitter. Seulement les deux femmes, en l'absence du riche joaillier, vont connaître d'épineux problèmes d'argent. Elles sont même expulsées du luxueux appartement du 16e arrondissement car elles ne payent plus le loyer.
Elles vont alors emménager toutes les deux dans une minuscule chambre de bonne d'à peine 8 mètres carrés. Elles vivent dans une espèce d'intimité, de promiscuité. Elles vivent comme deux clochards dans ces 8 mètres carrés. En fait, comme je n'avais pas la place dans cette chambre de bonne de mettre un lit, on avait organisé en mettant une couette sur le carrelage, qu'on dépliait une fois qu'on était à l'intérieur, pour dormir toutes les deux à même le sol. Et durant toutes ces années, elle partage l'existence de Fatima. Pendant 5 ans, Karen et Fatima vont vivre dans cette promiscuité. 5 années au cours desquelles Roger ne donnera plus de nouvelles à personne, pas même à Fatima. Je me voyais tous les jours pleurer pour mon père. Et elle me serrait dans ses bras en me disant « Mais tu sais, si ça se trouve, il est peut-être heureux, il est parti au Brésil avec une fille plus jeune, etc. Peut-être qu'il s'amuse. » Elle était là, oui, viens ma chérie, viens ma fille, je suis comme ta maman, et vas-y, passe-lui la pommade, un coup à droite, un coup à gauche, de temps en temps sur le visage. Moi, je commence à avoir de l'affection pour elle. Déjà, c'était la personne qui me raccrochait au souvenir de mon père. Durant toutes ces années, Karen vit avec l'espoir que son père, même s'il a fui la France, est bel et bien vivant. Seulement cet espoir va bientôt être anéanti. Le 20 février 2007, soit 5 ans après la disparition de Roger Bendesson, un coup de téléphone va faire basculer l'enquête. Un coup de fil crucial qui va arriver dans les bureaux de la crime à Paris. L'interlocuteur appelle de Marseille et dit vouloir soulager sa conscience. Souvenez-vous, c'est cet homme, ce voyant, qui avait lu l'avenir de Fatima le jour où elle était allée à Marseille. Cet homme a rappelé les hommes de la brigade criminelle. Il a une révélation importante à leur faire. Alléché par l'information, évidemment, n'ayant pas l'ombre d'un élément supplémentaire depuis 5 ans, vous imaginez bien que les policiers de la brigade criminelle se précipitent à Marseille pour entendre cet individu. Et les policiers ne vont pas faire le déplacement pour rien. Mohamed, rongé par les remords, va leur avouer qu'il leur a menti et leur livrer la vérité sur la nature de son rendez-vous avec Fatima, 5 ans plus tôt. En fait, Mohamed n'a jamais tiré les cartes à Fatima, car en réalité, il est ingénieur du son. Il explique que Fatima est venue le voir avec une cassette de son répondeur téléphonique contenant d'anciens messages de Roger. Fatima lui propose quelque chose de fou à cet homme. Elle lui dit « J'ai besoin de toi, j'ai besoin que tu me fasses un faux message téléphonique. » Et ce jour-là, contre une modique somme d'argent et sous les supplications de la belle marocaine, Mohamed s'est transformé en faussaire. C'est lui qui a fabriqué de toutes pièces la conversation téléphonique entre Roger et Fatima. Cette même conversation qui a fait croire à tout le monde que Roger était toujours vivant. La dernière trace de vie de Roger Bendesson est donc un faux fabriqué par Fatima. Ce nouvel élément n'est pas une preuve de l'implication de Fatima dans la disparition de Roger. Mais pour Karen, bouleversée par cette découverte, il n'y a pas de doute. Le monde s'effondre sous mes pieds parce que je me dis que j'ai vécu 7 années à dormir dans le même lit que la femme qui a tué mon père. À nourrir la femme qui a tué mon père. À parler avec elle, à rire avec elle, à pleurer dans ses bras. Et là, je comprends que je ne le reverrai plus jamais. Je comprends que c'est terminé. Ah.
si rien ne vient confirmer la conviction de Karen, pour les policiers de la brigade criminelle, c'est une nouvelle enquête qui commence. Pour la première fois, les enquêteurs savent que Fatima a menti. Fatima a tout mis en œuvre pour induire tout le monde en erreur, y compris la police, y compris la justice. Si elle a menti là, elle a peut-être menti pour d'autres choses et elle a peut-être un rôle dans la disparition de Roger. Dès lors, les enquêteurs vont s'attacher à en savoir plus sur la personnalité de Fatima. Ils vont alors fouiller dans le passé de cette mystérieuse femme de 57 ans. Et là, les policiers vont découvrir qu'un autre mari de Fatima s'est littéralement volatilisé. L'homme s'appelle Michel Cronier et lui aussi a mystérieusement disparu. La même histoire presque, à la virgule près, eh bien, c'est peut-être passé 20 ans plus tôt. Nous sommes à Agadir, au Maroc. C'est ici que Fatima a grandi. Et c'est ici que cette Marocaine de condition modeste va rencontrer son premier amour. Fatima, elle est fille d'un pêcheur, elle vit dans une baraque en tôle avec ses 7 frères et sœurs. Elle n'a pas un rond. Fatima vit dans les bidonvilles d'Agadir. Et en 1970, elle a 20 ans et son destin va basculer. Elle est née dans la rue et son seul atout finalement c'est sa beauté. Et elle est d'une beauté insolente, d'une grande brune incendiaire. Une beauté exceptionnelle qui va lui servir de passeport pour le restant de ses jours. Une beauté qui va lui ouvrir les portes de cet hôtel de luxe d'Agadir. Et là, dans un club de voyage à Agadir, eh bien, un homme va tomber fou amoureux d'elle. Et cet homme, c'est justement Michel Cronier. Il est responsable du personnel d'un des plus beaux hôtels de la ville. À 25 ans, Michel est un playboy, mais aussi un chanteur qui a connu son heure de gloire, en faisant les premières parties d'Enrico Macias et de Claude François. Et ça, plus son physique, je veux dire qu'il avait un succès fou. Entre Michel, le crooner, et Fatima, la sublime Marocaine des bidonvilles, c'est le coup de foudre. Mon frère était extrêmement amoureux de Fatima. Ça donnait l'impression, bon le terme est un peu peut-être fort, mais qu'il était envoûté. Il ne vivait que pour elle. Ils vont rapidement avoir 2 enfants, 2 filles, Sabine et Myriam. En 1975, Fatima et Michel quittent Agadir et s'installent à Saint-Tropez, sur la Côte d'Azur. À Saint-Tropez, c'est la vie de luxe pour Fatima. La petite fille pauvre d'Agadir, eh bien, rencontre un monde qu'elle n'avait jamais connu. Je l'ai vue à Saint-Tropez, la façon qu'elle était habillée, les bijoux qu'elle avait. Elle aimait le luxe. Fatima aime le luxe, les sorties et les paillettes. Une vie de rêve, en apparence seulement. La beauté de Fatima fait des ravages. Peu à peu, elle s'éloigne de Michel Cronier, son mari. Fatima, eh bien, va multiplier les relations extra-conjugales, les infidélités. Aux yeux de ses proches, Michel Cronier apparaît alors comme un homme brisé. Vu comme il était amoureux de Fatima, il ne pouvait être que très malheureux. Il souffre, il endure en silence, jusqu'au jour où il décide que c'est plus possible. Et il finit par partir, il va la quitter. Nous sommes en 1980. Le couple se sépare et Michel décide de quitter l'Hexagone avec ses 2 filles sous le bras. Et alors que Fatima reste en métropole, l'homme s'installe en Guadeloupe. Mais pour autant, Michel n'est pas un homme heureux. Pire, il semble tourmenté. C'est en tout cas ce qu'il dit à ses proches. Il donnait quand même toujours de ses nouvelles à papa et à maman. Et il avait dit à maman, j'ai peur. Et je regarde tous les jours la liste des passagers qui arrivent à Pointe-à-Pitre. Il a peur. Il a peur de quoi? Semble-t-il, il a peur de son ex-épouse, qui est toujours en métropole. Un peu comme s'il avait eu une prémonition de ce qui allait lui arriver.
puisqu'il a raconté en d'autres termes à des proches que si jamais Fatima venait le rejoindre aux Antilles, il risquait de disparaître. Et les craintes de Michel Cronier n'étaient peut-être pas infondées. En décembre 1980, soit quelques mois après son installation en Guadeloupe, Fatima va rejoindre son mari. Elle veut récupérer ses filles. Force est de constater que c'est à partir de ce moment-là que Michel Cronier ne donnera plus jamais signe de vie. Il ne va pas téléphoner pour Noël à mes parents, ce qui est chose inhabituelle. Il ne va pas téléphoner non plus pour le 1er de l'an pour leur souhaiter la bonne année. Et donc là, mes parents trouvent ça pas normal et s'inquiètent. Il s'est littéralement volatilisé. On ne sait pas où il est passé, on ne sait rien. Fatima, elle, rentre seule sur le continent avec ses 2 filles. Folle d'inquiétude, la mère de Michel Cronier appelle la belle marocaine. Et Fatima de lui annoncer une terrible nouvelle. Elle leur fait entendre que Michel s'est suicidé. Qu'il était malade, qu'il était dépressif. Il avait vraisemblablement envie de mettre fin à ses jours. Les parents sont abasourdis. Pour eux, comme pour tout le monde qui connaissait Michel, il est impossible qu'il se soit suicidé. À qui que ce soit, il n'a jamais laissé entendre qu'il pourrait un jour passer à l'acte ou se suicider. C'est pas possible, c'est pas vrai. Seulement quelques jours après avoir eu Fatima au téléphone, les parents de Michel vont recevoir une lettre. Une lettre de Michel, leur fils. D'ailleurs, ils reconnaissent l'écriture, c'est son écriture, il n'y a pas de doute là-dessus. Michel leur dit que ça va pas dans sa vie. Et qu'il est prêt à faire le grand saut. Cette lettre accréditerait donc l'idée que Michel s'est bien suicidé. Mais un détail va jeter le doute sur l'authenticité de ce courrier. Il y a effectivement un problème avec cette lettre, c'est qu'elle n'est pas affranchie, elle n'est pas timbrée. Comment une lettre postée en Guadeloupe peut faire des milliers de kilomètres, arriver chez les parents, sans timbre? Il y a quelqu'un qui est venu poser cette lettre dans cette boîte aux lettres. Et ce quelqu'un qui a pu déposer cette lettre a été obligé automatiquement de la récupérer en Guadeloupe, dans la mesure où c'est l'écriture de mon frère, la signature de mon frère, et c'est bien Michel qui a écrit cette lettre. Alors, est-ce Fatima qui a subtilisé ce courrier lors de sa visite en Guadeloupe? Est-ce elle qui ensuite l'a déposé dans la boîte aux lettres des parents de son ex-mari? Rien ne le prouve. Une chose est sûre, Michel Cronier avait l'habitude d'écrire ce genre de texte, sombre et torturé, comme sa sœur le reconnaît aujourd'hui. C'est pas son testament, c'est des lettres comme il nous a déjà adressées. Elle le connaît bien, son frère. Elle raconte qu'il a eu des vagues à l'âme, souvent, et qu'il l'écrivait, c'est quand même un artiste, qu'il avait besoin d'expurger tout ça, qu'il avait besoin d'évacuer tout ça. Mais l'écrire, c'est pas forcément le faire. Et il ne l'aurait jamais fait. De son côté, inlassablement, Fatima va continuer d'expliquer aux parents de Michel Cronier que leur fils s'est bel et bien suicidé. Elle ne les lâche pas, elle est très présente et un peu comme elle l'a été avec Karen, elle va prendre sous son aile les parents de Michel. Fatima gardait des contacts, leur téléphonait. Et à chaque fois, elle a les mots qui rassurent, les mots qui apaisent et elle les amène à l'idée que Michel s'est suicidé, s'est donné la mort. Durant 17 ans, Fatima va rester en contact avec les parents de son ex-mari. En tout cas, Fatima a une force de conviction incroyable, inébranlable, puisque finalement, à force de discuter avec les uns et les autres, personne ne déposera plainte. Personne ne dépose plainte, tout le monde est convaincu qu'il a mis fin à ses jours et personne ne suspecte réellement Fatima. Michel Cronier en 1980, Roger Bendesson en 2002. Fatima aurait-elle fait disparaître ses 2 compagnons?
Les enquêteurs n'ont pour le moment toujours aucune preuve formelle, ni aucun cadavre pour la confondre. En revanche, ils ont découvert de nombreuses similitudes entre les deux affaires, qui pourraient bien, selon eux, signer le même mode opératoire. On retrouve un peu la griffe, la signature de Fatima, à la fois dans la disparition de Roger et dans celle de Michel, un peu comme une marque de fabrique. 2 hommes qui sont disparus, un faux message téléphonique pour l'un, une lettre annonçant son suicide pour l'autre. Ensuite, elle reste très proche de la famille immédiate, des enfants, des parents, des frères, des sœurs. Elle fait mine d'être inquiète, soucieuse, elle rassure. Et puis une stratégie de harcèlement des proches des victimes pour dire oui, il s'agit d'un suicide ou oui, il s'agit d'une disparition. Les enquêteurs pensent avoir tout de même suffisamment d'éléments pour placer Fatima en garde à vue. Le 19 mars 2007, soit presque 5 années jour pour jour après la disparition de Roger Bendesson, la belle Marocaine doit s'expliquer sur le faux message qu'elle a fabriqué, destiné à faire croire que son mari était bel et bien vivant. Elle est prise la main dans le sac, elle est obligée de reconnaître, elle ne peut pas faire autrement. Mais pour autant, Fatima n'est pas ébranlée. Elle affirme être une bienfaitrice qui a voulu rassurer la famille de Roger. Elle reçoit tellement d'appels où on lui demande des nouvelles et puis des appels très pressants à son sujet de la part de la famille, mais surtout de Karen. Eh bien, elle va décider, elle va monter ce stratagème ridicule, mais elle va le faire pour rassurer Karen et rassurer l'entourage de Roger en disant vous voyez, je l'ai eu au téléphone, il m'a appelé, il a laissé ce message, soyez rassurés. Voilà. Mais les enquêteurs ne croient plus Fatima. Ils savent qu'ils ont en face d'eux une menteuse très douée. Car souvenez-vous, elle déclarait que Roger avait lui-même récupéré les bijoux dans son atelier. Pour preuve, il avait laissé derrière lui un paquet de cigarettes. Pour les policiers, il s'agirait là d'une mise en scène orchestrée par Fatima. La police technique et scientifique l'a expertisé. Il n'y a pas d'ADN de Roger sur ce paquet. Il y a juste l'ADN de Fatima. C'est accablant pour elle. Ce paquet de cigarettes n'a jamais été en possession de Roger. Il n'a jamais touché ce paquet de cigarettes. Pour les enquêteurs, c'est en fait Fatima qui aurait elle-même récupéré les bijoux pour les vendre à son profit. Et c'est elle qui aurait ensuite déposé dans l'atelier de faux indices pour faire croire que Roger était passé les récupérer. Seulement Fatima ne lâche rien, et cela malgré son empreinte ADN retrouvée sur le paquet de cigarettes. Elle est dans le déni le plus total. Elle nie la réalité la plus évidente. Plusieurs éléments l'accablent, mais Fatima continue de maintenir sa version. Selon elle, Roger se cache car il est traqué par des voyous. Seulement, elle va commettre une erreur. Elle va livrer aux policiers des noms des malfrats qui poursuivent son compagnon. Des noms qui sont connus dans les chroniques judiciaires à l'époque. Il y a Francis le Belge. C'est pas n'importe qui, Francis le Belge. À l'époque, c'est l'un des parrains de la pègre marseillaise. Selon Fatima, lorsque Roger s'est enfui en 2002, c'est parce que Francis le Belge le rackettait. Il y a juste un petit problème dans cette histoire-là. C'est qu'en 2002, Francis le Belge ne pouvait pas racketter Roger. Pour un simple petit détail, c'est que Francis le Belge était mort depuis 2 ans déjà. Donc évidemment, ça paraît compliqué que Francis le Belge, de l'au-delà, puisse exercer un racket sur ce pauvre Roger. Fatima nie tout en bloc. Les policiers comprennent qu'elle ne lâchera rien. Elle n'hésite pas à multiplier les mensonges, les calomnies, les extravagances, tout simplement pour tenter de se défausser. Comme il est d'usage, les policiers perquisitionnent ensuite le domicile de Fatima. La chambre de bonne qu'elle partage avec Karen. C'est d'ailleurs la jeune fille qui leur ouvre la porte. Là, elle me dit je vais me battre pour la vérité, je suis innocente, je n'ai rien fait de mal. Les policiers en ont vu d'autres, ils poursuivent leur petite perquisition. Et les policiers vont découvrir des documents en arabe, des titres de propriété de maisons et de terrains au Maroc.
papier qui était écrit en arabe, donc pour moi inaccessible. Et j'avais jamais fouillé dans ces papiers, puisque de toute façon, je croyais tout ce qu'elle me racontait. Et parmi ces titres de propriété, nombre d'entre eux auraient été acquis après la disparition de Roger. Et on se rend compte que Fatima s'est sérieusement enrichie depuis la disparition de Roger Bendesson. Les policiers ont maintenant assez d'éléments contre Fatima. Elle est mise en examen pour vol, escroquerie, enlèvement, séquestration et assassinat. Elle est placée en détention provisoire à la prison de Fleury-Mérogis. Les policiers ont un scénario. Ils sont convaincus que Fatima a fait disparaître Roger Bendesson dans le but de s'accaparer tout son patrimoine. Alors à ce stade, les policiers, ce qu'il leur faut maintenant, c'est retrouver une preuve. La preuve, c'est le corps, le cadavre. Si Fatima a assassiné Roger, c'est forcément lors de ce voyage au Maroc, 7 ans plus tôt, au mois d'avril 2002. Le couple est parti de Paris et a séjourné dans la maison qu'elle possède à Cabo Negro. Depuis ce jour-là, plus personne n'a eu de nouvelles de Roger. Les policiers vont se déplacer jusqu'à Cabo Negro, au nord-est du pays. Fatima y possède une villa. Épaulés par la police marocaine, ils vont fouiller la maison et les terrains appartenant à Fatima. Mais ils ne trouveront rien. Aujourd'hui, rien ne permet d'accuser formellement Fatima d'avoir une première fois en 1980 fait disparaître son mari Michel Crenier, puis plus de 20 ans plus tard, d'avoir tué son compagnon Roger Bendesson. Alors, la belle Marocaine aurait-elle pu réussir 2 crimes parfaits? Cette femme reste un mystère, parce que soit elle est victime d'une incroyable méprise, ou soit par 2 fois, ce qui est insensé, elle a réussi à commettre le crime parfait. Pour maître Pascal Garbarini, Fatima, sa cliente, est totalement innocente. Dans les 2 affaires, on s'aperçoit que pas de preuves, pas de certitude sur la disparition, pas de corps. Ils n'ont pas de témoins dans un cas comme dans l'autre, de témoins directs d'une scène de violence ou de crime. Ils n'ont pas l'ombre d'un élément pour l'accrocher en termes judiciaires. Faute d'éléments, le 9 novembre 2007, après 8 mois de détention provisoire, Fatima est remise en liberté conditionnelle. Cette liberté est vécue comme un véritable traumatisme par la famille de Roger Bendesson. Karen décide alors d'alerter les médias. Entre autres, elle raconte son histoire à un grand hebdomadaire français. Et cela va déclencher un spectaculaire rebondissement. Voici Linda V. C'est l'épouse d'un riche héritier d'une famille d'industriels français. Lorsque par hasard elle tombe sur l'article consacré à Fatima, son sang ne fait qu'un tour. Je pense tout de suite que mon mari, Jérôme, il pourrait très bien être le prochain à disparaître, la prochaine victime. Jérôme V a 48 ans. Il est à la tête d'une fortune de plus de 20 millions d'euros. Il est marié depuis plus de 20 ans avec Linda. Et il va subitement la laisser sans nouvelles. Plus de nouvelles de Jérôme pendant plusieurs jours, je ne comprenais pas pourquoi. Jérôme aurait-il fait une mauvaise rencontre? Linda imagine le pire, d'autant que le millionnaire est une proie facile. Il se promenait toujours avec des liasses de billets de 500 €. Et il ouvrait son portefeuille comme ça, n'importe où, pour aller payer un coup au bar. Et du coup, elle va à plusieurs reprises tenter de le joindre par téléphone. Après 3 jours d'angoisse, quelqu'un finit par décrocher. Et là, surprise. Et c'est une fille qui répond, une fille complètement hystérique, et qui me dit
Ton mari, c'est plus ton mari, de toute façon, maintenant c'est le mien, bientôt, t'as intérêt à te calmer, sinon je vais venir m'occuper de toi, laisse-nous tranquilles, on veut dormir tranquille, et puis voilà, et elle raccroche. Pour Linda, c'est le choc. Elle n'a rien vu venir. Du jour au lendemain, son mari l'a quittée pour une autre femme. Quatre mois passent et Linda apprend que son mari s'est installé avec cette femme dans l'une de leurs magnifiques propriétés en Normandie. Donc elle va se rendre dans le château pour essayer de le convaincre de retrouver la raison. Et c'est ainsi que Linda va découvrir la terrible vérité. Son mari est tombé sous le charme d'une certaine Sabine, une jeune femme de 32 ans, qui n'est autre que la fille de Fatima. Et Linda de comprendre que la belle Marocaine tire les ficelles au château. Je sais que Fatima mène un grand train de vie, qui leur paye des cadeaux, des vêtements, des bijoux, des voitures, une Mercedes pour Fatima. Linda s'aperçoit bien, parce qu'elle reçoit les relevés de compte, elle s'aperçoit bien que l'argent est en train de partir en fumée. Lors de cette visite au château, Linda va se retrouver face à Fatima. Et elle n'est pas prête d'oublier cette rencontre. J'arrive à la cuisine pour boire un verre d'eau et je vois donc Sabine avec déjà son petit ventre. Elle exhibe d'ailleurs son ventre un peu comme par défiance pour lui montrer que c'est elle qui a repris la main. Et puis surgit à ce moment-là Fatima. Linda raconte que ce jour-là, Fatima l'aurait violentée pour la décourager de revenir au château. Dégage d'ici, ton mari c'est plus ton mari. Impuissante, terrorisée, Linda repart du château. Mais lorsque 3 ans plus tard, elle lit l'article sur les maris de Fatima dans la presse, elle se dit que son époux est peut-être en danger de mort. C'est pourquoi Linda a saisi la justice. Alors Jérôme, Roger, Michel, ont-ils été tous les 3 manipulés par Fatima? Pire, 2 d'entre eux, Michel et Roger, ont-ils été éliminés par la belle Marocaine? Fatima est-elle, comme certains l'affirment, une veuve noire? Ou au contraire, la victime d'une terrible méprise? J'attends de la justice qu'elle fasse en sorte que mon mari ne soit pas le prochain disparu. Voilà. Il y a prescription, mon frère a disparu, on ne le saura jamais. Mais j'ai quand même un certain pressentiment qu'elle peut y être pour quelque chose. C'est trop grave d'accuser quelqu'un de meurtre. Si aujourd'hui je dis que oui, c'est elle, oui, j'ai aucun doute, c'est que vraiment j'ai aucun doute. Je ne vois pas comment Fatima ne pourrait pas bénéficier d'un non-lieu ou d'un acquittement. Tellement ce dossier est vide. Aujourd'hui, Fatima est libre, sous contrôle judiciaire. Elle attend de savoir si oui ou non, elle sera renvoyée devant une cour d'assises.